présente en 2 mots la structure que je représente, c'est la Arbre et Paysage Tarnais. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous, qui pour la plupart êtes des élus, avaient entendu parler de l'association, puisque ça fait bientôt 30 ans qu'on travaille sur ces thématiques d'arbres hors forêt, puisqu'en fait c'est vrai que les arbres ils ne sont pas tous dans la forêt. Donc les premières campagnes de plantation, elles datent du début de la fin des années 80, et la structuration en opérateurs techniques à l'échelle de l'Occitanie, puisque c'est vrai que c'est l'originalité de l'Occitanie que d'avoir des opérateurs comme nous dans quasiment tous les départements d'Occitanie. Il y avait 2 départements qui n'en étaient pas pourvus, c'était la Lozère et les Pyrénées-Orientales, et maintenant il y a 2 opérateurs qui ont émergé depuis 1 an. Donc en fait, sur l'historique de la création de ces structures, elles se sont beaucoup intéressées au départ à tout ce qui concerne la plantation, et c'est vrai que ça reste encore l'essentiel de notre activité. Ça représente 60% de notre activité sur des campagnes de réintroduction d'arbres et de haies en bordure de parcelles agricoles, puisque ce n'est pas le cas de tous les opérateurs, mais dans le département du Tarn, c'est vrai que la cible prioritaire, ça a été le public agricole, même si on n'exclut pas les propriétaires en milieu rural qui, à des moments, font office de précurseurs dans la prise en compte de l'arbre à l'échelle d'un territoire. Donc en fait, si on prend le bassin versant du Tarn-Aval, les 3 opérateurs qui sont concernés, c'est l'opérateur aveyronnais, Arbres et Paysages d'Aveyron, Arbres et Paysages Tarnais, bien entendu, et pour la partie Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, c'est Campagne Vivante. Donc j'ai choisi en fait de vous présenter l'arbre représente à l'échelle du bassin versant, mais la première partie de mon propos, c'est en fait de vous présenter des éléments factuels sur l'intérêt et le rôle de l'arbre en milieu agricole. Parce que c'est vrai que même si on parle beaucoup d'arbres, depuis de nombreuses années maintenant, l'arbre il est au centre de beaucoup de préoccupations, notamment des collectivités. Mais quand on se retrouve sur le terrain avec des agriculteurs, on a toujours parfois des réticences avec des éléments visuels que peut observer un agriculteur au bord d'une haie, qui font que le basculement vers une opération de plantation ou une opération d'enrichissement d'une haie naturelle ne sont pas naturels. Parce que l'agriculteur va constater que en bordure de sa haie, il va y avoir des phénomènes de chute de rendement. Et donc c'est vrai qu'on a toute une frange du monde agricole qui est encore pas réfractaire, mais qui a des difficultés à accepter l'arbre en bordure de parcelles. Et je ne vous parle pas de l'arbre au milieu des parcelles, de ce qu'on appelle l'agroforesterie, puisque là encore c'est un autre aspect de notre activité, mais c'est vrai que ça ne coule pas de source. L'agriculture et l'arbre, ça ne coule pas de source. Et donc, on s'efforce toujours de montrer quelques éléments factuels pour montrer le rôle et l'intérêt. Donc, si on se situe à l'échelle d'un bassin versant, dans un paysage, on va dire, avec une trame bocagère. Alors, parfois, j'emploie le terme de bocage, mais c'est une déformation parce que... sur nos territoires ici, sur le bassin versant et dans le département du Tarn, et même à l'échelle de l'Occitanie, le terme de bocage, il n'a pas lieu d'être. Donc le terme un peu plus approprié, c'est la trame arborée. Mais alors si on se situe à l'échelle d'un petit bassin versant avec une trame arborée dense, on va dire, il y a plusieurs phénomènes qu'on peut illustrer. C'est grâce à l'arbre, l'amélioration de la structure des sols et donc la pénétration de l'eau en profondeur avec un processus de filtration, l'accumulation de terre en amont des haies qui sont situées en courbe de niveau avec un phénomène donc de limitation de l'érosion, de rétention de la terre, de barrières physiques, et un phénomène également en bordure de rivière de fixation des berges au niveau de la ripisylve. Mais on le verra, on peut transformer aisément, et je le dis parce qu'il y a un public de pas mal d'élus dans l'assistance, mais on peut transformer aisément la rivière en voirie.
et on a à peu près le même phénomène. Et d'ailleurs, la voirie, avec des phénomènes érosifs qu'on a pu constater sur certaines années, est un excellent exemple pour illustrer les dégâts de l'érosion sur nos territoires. Donc ça, c'est des dispositifs et des études qui ont été menées plus particulièrement à la fin des années 90 avec l'étude des concentrations des eaux de ruissellement avec les matières en suspension. Et il y avait un dispositif qui n'est pas du tout courant chez nous, dans le département, qui associe une fascine. Qu'est-ce que c'est qu'une fascine? C'est un dispositif, une barrière physique avec une armature bois, avec des végétaux qui sont tressés à l'intérieur et qui font un rôle de barrière physique les premières années, associé avec une trame arborée, avec une haie, ce qu'on appelle nous une haie pluristrate, qui associe 3 strates de végétation, une strate basse, une strate moyenne et une strate d'arbres. Et enfin, en aval de la structure, une bande enherbée. Et on se rend compte qu'ils ont mesuré les concentrations des matières en suspension, qu'entre les dépôts et l'absorption de la bande enherbée, il y avait plus de 95% des matières en suspension qui étaient absorbées par ce type de structure. Qu'est-ce qui se passait en fait? C'est qu'au début, les 10 premières années, on va dire, c'était la fascine, donc la barrière physique qui jouait son rôle de rétention. Et puis, progressivement, à partir de la 10e année, l'efficacité de ce rôle de filtration des éléments et des matières en suspension était assurée par la haie hydraulique. Donc, ce dispositif-là, il associait une fascine de 50 cm d'épaisseur avec une haie de 1 mètre. Et une bande enherbée, globalement, on considère qu'une bande enherbée, pour qu'elle présente un intérêt en termes de filtration, il faut qu'elle ait au minimum 5 mètres de large. Toujours dans la filtration des polluants, il y a des mesures qui ont été faites sur des dispositifs un peu plus récents, en 2006, au sol. Et on constate en fait... Oh, pardon, je me trompe de... Voilà, là. Autour de la haie, dans la rhizosphère de la haie, on observe qu'il y a pratiquement absorption totale du nitrate qui est utilisé pour la croissance des arbres, donc un rôle dans la filtration de ces polluants et dans leur utilisation pour la croissance de la trame arborée. Et ces concentrations en nitrate disparaissent quasiment complètement autour de la rhizosphère de la haie. Les photos qui sont présentées là, c'est des illustrations sur des programmes. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais on travaille à l'échelle du département du Tarn. Et on a quand même privilégié depuis quelques années des opérations territorialisées, notamment avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne, où on a des programmes, notamment sur la photo du haut dans le Lauragais, avec des systèmes de plantation entre 2 parcelles en courbe de niveau. Donc vous le voyez sur cette diapositive-là, c'est une haie qui fait à peu près 250 à 300 mètres de long. Ce n'est pas la même haie que vous voyez en bas, mais c'est le même type de sol. On se situe dans le Lauragais sur des sols de type argilo-calcaire et la haie du bas a un nombre de saisons de végétation d'environ 10 à 13 saisons de végétation. C'est des plantations au moment de la photo, c'est-à-dire que la haie a environ 12 à 13 ans. Et dans l'argumentaire qu'on avait pu développer, on avait toujours développé, puisque c'était l'idée de lutter contre l'érosion, de filtrer les éléments polluants, ces éléments de concentration dans les flux d'eau en nitrate et qui étaient des éléments donnés par le Muséum d'histoire naturelle avec des dispositifs qui permettaient de diviser les flux de nitrate par 4 entre l'amont et l'aval de la haie, sachant que dans les dispositifs, c'est vrai que dans ce type de dispositif-là, ce qui mériterait d'être associé à la plantation de haies, c'est une bande enherbée. Et plus particulièrement en position en aval des écoulements. Alors ce bilan entre absorption et restitution, c'est vrai que quand on a des haies qui sont régulièrement entretenues, il y a un pourcentage
de ces éléments qui sont restitués au sol, mais le bilan n'est positif qu'à partir du moment où la haie est considérée comme laissée en croissance libre ou les éléments et les rémanents de coupe soit exportés, soit valorisés par du broyage et réutilisés. On le verra tout à l'heure sur des opérations qu'on a menées dans le piémont de la Montagne Noire avec broyage des rémanents et utilisation en amendement de parcelles par certains agriculteurs autour de ces plantations. Au niveau des phénomènes érosifs, sur des transects avec une trame bocagère et sans trame bocagère, le dispositif mesurait les épaisseurs de sol dans les divers horizons de sol. Et en fait, les mesures de sol qui ont été effectuées ont apporté l'élément qu'en fait, l'horizon organominéral qui renferme les éléments nutritifs s'épaississait régulièrement de l'amont à l'aval de la haie, de la présence de la haie. On constatait des épaisseurs de 30 à 60 cm en aval, le plus en aval possible, jusqu'à atteindre 1 mètre d'épaisseur à l'aplomb de la haie. Donc vous le voyez que ces dispositifs à l'échelle de gros bassins versants, le dispositif de la trame arborée, il va falloir introduire la notion de densité. Quelle est la bonne densité à introduire à l'échelle d'un bassin versant? Quelle est la trame arborée qu'il va falloir définir pour 1 hectare de SAU? Je dirais que ces chiffres sont difficilement... on a des difficultés à édicter une règle par rapport, parce que ça dépend tellement de l'utilisation de l'espace, du type d'agriculture qui est pratiqué. Mais c'est vrai que on a l'habitude de raisonner de plus en plus à l'échelle de bassins versants et d'introduire une trame arborée la plus dense possible, tout en permettant la pratique de l'agriculture. Donc ça, je parle aussi aux élus, bien entendu, parce que il y a d'autres intervenants qui ont présenté des photos. Donc, c'est des photos qui ont été prises dans le Lauragais il y a quelques années maintenant. Mais au printemps 2018, des épisodes pluvieux qui se sont traduits par des descentes de terre, comme on le voit là. Il y a une autre photo ça, c'est une photo prise en Haute-Garonne. Et c'est vrai que certaines collectivités nous disaient que les dégâts engendrés par ce type d'épisodes climatiques se chiffraient en plusieurs dizaines de milliers d'euros. De mémoire, dans une communauté de communes du nord toulousain, suite à ces épisodes climatiques du début du printemps, les dégâts avaient été évalués à 120 000 euros. Les chiffres qui sont annoncés ici, c'est des chiffres qui sont assez anciens, qui datent de la moitié des années 90, 96, 97. Et c'est un agriculteur qui était à la fois maire d'une commune du Lauragais qui avait chiffré les dégâts sur ses chemins de l'ordre de 20 000 euros sur l'ensemble de sa commune. Et il avait pris immédiatement... Bon, c'est un agriculteur qui était maire, mais qui était très intéressé par le sol. Et il a vu que c'était au milieu des années 90, il aurait des difficultés à faire basculer sur de nouvelles pratiques certains agriculteurs, et je parle des années 90, mais par contre pour lui il était facile de prendre un arrêté pour limiter l'entretien de la trame arborée en bordure de voirie communale. Donc on le voit que l'arbre peut avoir une incidence directe sur l'économie des territoires, et j'illustrerai tout à l'heure certaines stratégies qui peuvent être mises en place, pas que par de la plantation, pour avoir un impact sur le budget des collectivités. Un autre dispositif, entre deux transects avec la présence d'une trame arborée, ce qu'on observe, un transect sans trame arborée en bordure de rivière et l'autre présentant une trame arborée, ce qu'on observe, c'est que ce que je disais au départ sur l'ambivalence de la trame arborée chez un agriculteur en disant, au pied de ma haie, il n'y a pas de possibilité de produire une culture agricole. Ben, en fait, comme tout n'est pas tranché obligatoirement, c'est vrai que
dans le transect, avec la présence d'une trame arborée, on observe à l'amont de la trame arborée un noyau sec. Et ce noyau sec, il va directement avoir un impact sur le ruissellement à l'échelle des bassins versants, puisqu'en fait, ce noyau sec va agir comme une barrière capillaire qui, lors d'épisodes climatiques réguliers, c'est-à-dire d'intensité relativement faible, eh bien, il va se resaturer en eau et retarder d'autant, l'arrivée des masses d'eau, l'arrivée des ruissellements à la rivière. Ce qu'il faut introduire comme bémol par rapport à ces dispositifs, c'est que autant ce type de dispositif de barrière capillaire qui va avoir un phénomène tampon sur les ruissellements, autant ce phénomène est intéressant pour les pics de pluie relativement fréquents, donc les moins intenses, autant lorsque les crues sont importantes, les cumuls de pluie sont importants, donc des épisodes climatiques de fréquence rare, mais qui risquent de devenir de plus en plus importants à l'échelle de nos territoires. On l'a vu sur les effets du changement climatique. L'effet du bocage est minime parce que c'est l'effet quantitatif de la pluie qui devient dominant. Et j'emploie le terme de bocage parce que ces expérimentations-là ont été menées en Normandie, donc on peut l'employer dans ce cadre-là. Mais dans les pics et les intensités rares, avec des cumuls de pluie importants, l'effet du bocage, il est quand même, et il reste minime. Un autre élément important, c'est l'effet de la pompe à nutriments. On a parlé du stockage de carbone dans le sol, donc toutes les cultures qui sont intéressantes pour stocker du carbone. L'intérêt de l'arbre et de la trame arborée, c'est dans la partie aérienne, dans le cadre de la croissance des végétaux, le phénomène de litière, avec la présence d'une litière par la chute des feuilles et la dégradation de cette litière, donc un apport important de matière organique directement utilisable par les plantes cultivées, mais aussi, ce qui est particulièrement intéressant quand on parle d'arbres, c'est cet effet de dégradation en profondeur, de dégradation de la roche-mère et de pourrissement des racines fines qui va permettre de remonter des éléments nutritifs qui vont être là aussi utilisables par les plantes cultivées. Et tout à l'heure était sur l'eau d'un terrain, d'un sol bien structuré, bien équilibré. C'est vrai que dans ce phénomène de pompe à nutriments, l'idée d'avoir une litière efficace et riche va améliorer la structure du sol et donc améliorer la capacité d'infiltration de ces sols-là, donc limiter là aussi l'arrivée du ruissellement à l'exutoire au niveau des rivières et voire de la voirie, qu'elle soit communale ou départementale. Alors avant de vous montrer celle-là, alors quelle stratégie on peut mettre en place face à ça ? Il y a des stratégies que vous connaissez tous et qu'on pratique depuis plus de 30 ans dans le département, c'est la plantation. Mais il y a quelques itinéraires qui sont aussi intéressants. C'est l'idée en bordure de voirie ou pour un agriculteur en bordure de fossé, lorsqu'il est correctement orienté, d'arrêter de passer les pareuses et de regarder ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la régénération naturelle. Donc si on parle au niveau de collectivité, ces phénomènes de régénération naturelle sont très rapides. Si le sol le permet, en 3-4 ans, vous avez la possibilité sur des bords de fossés ou des bordures de voirie d'avoir une végétation spontanée qui apparaît sans avoir recours à de la plantation. Et pour les collectivités, c'est particulièrement intéressant parce que non seulement d'un côté, on va mettre en place une végétation qui va être parfaitement équilibrée aux conditions pédoclimatiques du secteur. Et en même temps, tout le temps consacré au passage des pareuses, à la consommation d'énergie fossile et à l'argent consacré à la remise en état des routes, va être consacré à de nouvelles tâches. Alors, je reviens en arrière pour vous montrer. Voilà. Ça, c'est une photo avec un phénomène de régénération naturelle en bordure de voirie. C'est une voirie départementale.
La végétation que vous voyez ici, sur la droite de la photo, elle a 4 à 5 saisons de végétation. Donc vous voyez que la colonisation, elle peut être relativement rapide. Alors le petit bémol qu'il faut introduire là-dedans, c'est qu'en fait, c'est une pratique qui est excessivement simple. On arrête de passer les pareuses et on voit ce qui pousse. D'une part, il y a certaines portions de zones qui ne sont pas susceptibles d'être recolonisées parce que c'est des stations difficiles de haut de talus avec des ruissellements importants, des sécheresses importantes. Donc parfois, ça ne se recolonise pas. Donc ça n'exclut pas d'avoir recours à de la plantation entre guillemets artificielle. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un gros effort qui doit être entrepris en direction des usagers et en direction aussi des agriculteurs lorsqu'on se trouve en bordure de fossé. Parce que c'est ce qu'on appelle, nous, lutter un peu contre la maladie du propre. Hein. C'est-à-dire que des usagers de la route, ces phases de recolonisation, pendant les 2-3 premières années, elles passent par des stades qui sont excessivement acceptables par le grand public. Je pense à de la ronce, notamment. Et donc, vous voyez tout le corollaire qu'il peut y avoir derrière sur les discours, sur le manque d'entretien de la voirie, mais que font-ils? Alors, ça doit s'accompagner impérativement par un gros effort de communication, de sensibilisation et d'information en direction du grand public pour réconcilier un peu ce public-là avec une nouvelle vision du milieu naturel. Et ensuite, je reviens sur le premier aspect, ça n'exclut pas que l'on ait recours à de la plantation parce que la végétation qui est mise en place avec cette régénération naturelle, c'est de la végétation de ce qu'on appelle de la biodiversité ordinaire, qui est tout sauf ordinaire quand on veut soutenir les auxiliaires de culture ou les pollinisateurs. Mais on peut parfois enrichir sur certaines stations avec des essences un peu plus nobles. Ça, on l'a vu. On parlait tout à l'heure des pratiques. Là aussi, il y a un gros effort à mettre en place sur la maladie du propre et le surentretien. Alors, vous voyez ce type de structure. C'est une photo qui n'a pas été prise sur le bassin versant, mais qu'on pourrait parfaitement rencontrer dans la partie la plus en amont du bassin versant. Je pense à des paysages du Ségala, où il y a une culture en fait d'entretien régulier, plusieurs fois par an, sous forme, certains peut-être de ce secteur-là, mais toutes les prairies permanentes sont entourées de haies clôtures basses taillées à 1 mètre 2-3 fois par an. Pour quelles raisons? Quand on interroge les agriculteurs sur ces zones-là, ils n'ont pas grand-chose à mettre en avant pour justifier ces pratiques-là. Ils disent que c'est pratiqué comme ça depuis des années, que c'est générationnel, donc ils continuent à faire ça. Mais il faut savoir que ces entretiens, avec de l'entretien, ce qu'on appelle du surentretien, annihilent tous les bénéfices que l'on peut avoir sur une structure arborée. Vous le voyez ici, ça c'est dans le Ségala tarnais. Les agents en charge je ne citerai pas les communes, mais les agents en charge de l'entretien de la voirie sont passés avec les pareuses, donc ils font un passage dans l'accotement, 1 ou 2 passages dans le talus, et ils font des pratiques maximalistes pour aller jusqu'à l'intérieur de la haie avec des tailles sommitales dans la partie haute. Et le bras de l'épareuse, il n'est pas suffisamment long, et ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on constate? Bon, ça, c'est une haie de prunelier, c'est pris au début du printemps. Sur la partie qui n'est pas passée à l'épareuse, il y a une floraison. Donc, quand on parle de multifonctionnalité de l'arbre et de la haie, vous voyez qu'on peut avoir une haie qui a une action pour le maintien du talus, mais aussi, on a une haie qui a un enjeu pour le soutien aux auxiliaires, le soutien aux pollinisateurs. Donc, la porte d'entrée, ça peut être l'érosion, mais ça peut être aussi d'autres enjeux, notamment la biodiversité. Donc on l'a vu, l'intervention précédente le mentionnait aussi, on ne peut pas travailler seul, et ce n'est absolument pas la démarche dans laquelle on se situe, puisqu'on se situe toujours dans des démarches globales et inclusives avec les agriculteurs,
pour mener de plus en plus d'opérations territorialisées à l'échelle de bassins versants, développer des itinéraires d'entretien raisonné où on remplace le tracteur et les pareuses par des opérations, par exemple, d'entretien d'arbres têtards ou de trognes en bordure de voiries ou de fossés, qui ont un impact direct sur la biodiversité des territoires. Des actions avec les collectivités, on l'a vu sur la notion de régénération naturelle. Il y a des économies à faire, il y a des économies de temps, il y a des économies d'argent à faire auprès des collectivités pour reconsacrer du temps d'agent sur des aménagements qui vont promouvoir des actions pour limiter l'érosion ou promouvoir la biodiversité. On le verra tout à l'heure sur le développement de filières de valorisation et la gestion de bords de voirie, tout à l'heure je l'indiquais. Les propriétaires sont importants pour les sensibiliser, les réconcilier avec le milieu naturel, que cette vision un peu aseptisée du milieu naturel disparaisse pour développer des structures arborées à toutes les échelles des territoires. Alors on a plusieurs leviers pour ça. La plantation, c'est vrai qu'à des moments, sur certains territoires, il ne faut pas exclure le non-agriculteur des programmes de plantation parce que c'est souvent par leur biais que par effet tache d'huile, ça diffuse et ça chemine auprès des agriculteurs pour mener des opérations de plantation. Des chantiers participatifs, en fait, j'ai envie de dire qu'au lieu de mettre avec les propriétaires, l'idée c'est avec les citoyens, puisque c'est vrai que l'arbre, c'est un élément assez intéressant pour fédérer les énergies d'un territoire autour de nouvelles pratiques, autour de projets de plantation. Cette année, on a développé près d'une vingtaine de chantiers participatifs sur tout le département. Mais on se rend compte que ça permet une émulation territoriale entre des personnes qui, au départ, on n'a pas forcément penser qu'elles pouvaient travailler ensemble. Je pense à des chasseurs, des pêcheurs, des naturalistes qui vont fédérer les énergies pour mettre en place des projets de plantation. Et je pense aussi aux enfants, bien entendu. Et développer avec les propriétaires de nouvelles pratiques, puisque c'est vrai que ces notions de régénération naturelle, même si le grand public n'a pas forcément conscience de l'intérêt de ces pratiques, mais c'est toujours sur des territoires, souvent des propriétaires fonciers en milieu rural qui développent cet intérêt. C'est vrai que c'est souvent que dans notre activité, on est appelé par un riverain qui se plaint de passages abusifs de l'épareuse sur des haies. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important à dire, ces opérations de régénération naturelle en bordure de voirie, le préalable, c'est quand même la sécurité. Ça demande en amont un jalonnage des zones et une expérimentation sur des secteurs où la sécurité des usagers n'est pas remise en cause. Donc on le voit, on parlait tout à l'heure d'agroécologie. L'arbre, moi j'ai coutume de dire que quand un agriculteur va réfléchir à son sol, va réfléchir à continuer à produire et à maintenir sa production et protéger son environnement, il va se poser des questions sur la couverture de ses sols, sur ses itinéraires de pratiques culturales, mais à un moment donné, dans son cheminement, va se poser également la question de la place de l'arbre sur son exploitation agricole, donc plantation, régénération naturelle, entretien de l'existant. Mais l'idée, c'est toujours de lutter contre la baisse du taux de matière organique dans les sols, de lutter contre l'érosion, on l'a vu, de faire face à des épisodes climatiques extrêmes, d'améliorer la qualité de l'eau, puis c'est aussi un des enjeux de cet après-midi, stocker du carbone, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans les opérations qu'on essaie de mettre en place et qu'on met en place chaque année, en tant qu'opérateur sur le département, on travaille avec une scope qui s'appelle Climat Local, qui permet en fait de faire le lien entre des entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre avec des projets locaux. Et ces projets locaux, par exemple, ça nous permet de travailler avec des entreprises de Haute-Garonne ou les laboratoires Pierre Fabre, par exemple, qui partent du principe qu'au terme de 25 saisons de végétation,
une haie en croissance libre, une haie champêtre associant différentes strates de végétaux, stocke entre 100 et 110 tonnes équivalent CO2. Et on l'a vu aussi, l'idée, c'est de réduire les dépenses publiques et les coûts d'intervention. C'est mener des opérations de sensibilisation avec les collectivités, avec les agents, parce qu'il y a moyen de mettre en place des structures arborées qui auront un impact sur l'économie des territoires, micro, et également inciter les agents sur de nouvelles pratiques. Donc la plantation, la photo du haut, c'est une photo qui a été prise dans le Lauragais. Maintenant, la haie, elle fait 7 à 8 mètres de hauteur. Et donc c'est un groupe de chasseurs qui se sont regroupés sur une commune du Lauragais pour implanter sur un petit territoire, à l'échelle d'une commune, plus de 2 km de haies sur leur territoire de chasse. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai à la fin pour conclure. C'est l'effet de la multifonctionnalité. Le terme a été employé tout à l'heure aussi. L'arbre aussi fait l'objet de cette multifonctionnalité parce que la porte d'entrée, finalement, l'objectif initial, c'était l'érosion, et la porte d'entrée de l'agriculteur qui a planté, pour lui, c'était son espace de chasse, quoi. Et l'un dans l'autre, tous les acteurs arrivent à s'y retrouver. On l'a vu tout à l'heure, la régénération naturelle. Mettre en place des opérations de sensibilisation d'information avec de l'entretien raisonné, substituer à l'emploi abusif des épareuses l'utilisation de l'amier, développer des itinéraires où l'arbre tétard, la trogne pourront faire l'objet d'opérations de valorisation de la biodiversité. Et le dernier aspect que je voulais développer, c'est la valorisation. Au milieu des années 2010, c'est une opération qui date de 2014, avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc et le département du Tarn, on a mené une opération de valorisation du bocage sur la commune de Dourgne. Et en fait, la question s'est très vite posée. Oui, entretenir c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait des rémanents de coupe, des résidus de coupe? Et en fait, on a réussi à sensibiliser, même si l'opération n'a pas abouti vers un investissement, mais on a réussi à sensibiliser, je ne sais pas, vous êtes responsable de certaines communes ou de collectivités, vous avez peut-être mis à disposition par la communauté de communes un broyeur à alimentation manuelle. Si vous mettez ça à disposition des résidents, ça a peu de chances d'aboutir, parce que c'est un travail extrêmement fastidieux. Vous avez la tête comme un pot. C'est très, très compliqué. Alors l'idée, c'est de faire revenir un broyeur, qui était un broyeur espagnol, avec une mise en andin des rémanents de coupe. Donc vous voyez que dans la valorisation de la trame arborée, il y a du bois de chauffage, et ces rémanents de coupe, les plus petits résidus, étaient broyés et récoltés dans une remorque et utilisés par les agriculteurs du coin en amendement de parcelles. Bon, ça n'a pas abouti dans la démarche, peut présenter un intérêt en définissant une échelle d'intervention avec les CUMA, par exemple, parce que l'investissement est assez onéreux. Le total, c'est 120 000 €. Mais on croit beaucoup à cet outil qui permet non seulement d'entretenir la trame arborée, mais également de valoriser les produits. Et enfin, je conclurai, j'en ai beaucoup parlé, mais je reviens juste en guise de conclusion. Vous l'avez vu, on rentre par une porte, celle de l'érosion ou celle de la qualité de l'eau, mais on se rend compte que les planteurs, finalement, ont d'autres objectifs. Et donc, le meilleur atout pour l'arbre et la haie, c'est sa multifonctionnalité. On va pouvoir agir, je n'en ai pas parlé puisque ce n'était pas le propos, sur la biodiversité. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées sur les auxiliaires de culture, la limitation par les aménagements autour des parcelles du recours aux produits phyto, la production de bois, bien entendu, les rendements de culture, l'amélioration de la structure du sol, on l'a vu, le phénomène de pompe à nutriments, l'amélioration de la qualité de l'eau et le climat. Donc c'est tout cet ensemble qui nous permet d'ouvrir des portes. Et puis, je n'en ai pas parlé aussi, c'est le paysage et le loisir, puisque, juste pour illustrer ces notions, on avait un chantier participatif où c'était une haie qui était à l'initiative de randonneurs chez un agriculteur.
il y avait énormément de linéaires. Et en fait, c'est vrai que ceux qui peut avoir un effet retard sur la prise de décision, c'est le travail, puisque planter un arbre, c'est un acte noble, mais quand vous en avez 1000 ou 1500 à planter, la terre est basse. Et quand vous fédérez les énergies sur un territoire, ça peut permettre de basculer vers la réalisation des agriculteurs. Merci.